Donc on va vous présenter ce soir la théorie des méridiens, qui est en fait un des trois piliers de la médecine chinoise, avec le yin et le yang notamment, et la théorie des organes, qui sont des théories que tout acupuncteur ou personne qui veut comprendre pourquoi l'acupuncture en termes de holisme fonctionne, a intérêt à connaître. Sans ça, on va aller un petit peu dans tous les sens et on ne va pas comprendre pourquoi les points vont fonctionner. Alors, la théorie des méridiens est au cœur vraiment de la pratique acupuncturale. Elle a été développée en fait historiquement par les premiers médecins chinois. Et c'est eux qui ont, par des expériences, des observations, des pratiques régulières et méticuleuses et rigoureuses, compilé des informations. Et ce sont ceux qui ont utilisé les techniques des méridiens qui ont permis de faire avancer aussi, on va le voir tout de suite, dans l'historique de la médecine, les choses. A contrario, les connaissances d'acupuncture moderne qui sont enseignées aujourd'hui dans les écoles, et je suis bien placé pour le savoir, parce que ça a été comme ça là aussi dans l'enseignement que j'ai suivi, s'orientent beaucoup plus sur la théorie des organes. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que ça permet de comprendre pas mal de choses, mais on a les organes, donc qui sont internes au corps. On va parler beaucoup d'internes ce soir, vous allez voir. Mais il faut quand même, pour comprendre pourquoi ça fonctionne, relier tout ça aussi à l'externe. Et donc, on va parler un petit peu de l'homme dans son environnement. Alors, comment est-ce que les dysfonctions organiques internes vont avoir une influence avec les muscles, les tendons, les ligaments à l'extérieur? C'est ce que je vous propose d'un petit peu creuser ce soir et de comprendre pourquoi et comment, surtout, les actes que nous allons poser vont fonctionner. Historiquement aussi, un exposé de classique interne, de médecine interne, de Neijing, et le classique des difficultés, qui sont des ouvrages de référence, dans lesquels tout ce que je vais aborder ce soir est expliqué. Seulement, avec le temps et dans l'histoire, les nouvelles écoles modernes d'acupuncture ont un petit peu mis ça de côté et elles ont avancé sur base plutôt de données empiriques en disant voilà, dans telle maladie, il faut plutôt utiliser tel point, tel point, tel point, dans telle autre maladie, tel point, tel point, tel point, de tel et tel méridien. Mais sans trop savoir pourquoi. Alors oui, en effet, on pratiquait les points et on voyait qu'il y avait des réactions. Très bien. On enregistrait ça en tant que tel, et on avançait comme ça. Donc c'était très disparate, et chacun, il venait un petit peu avec son expérience, et ça permettait quand même d'avancer, mais ça a limité quand même très fort les résultats dans le temps. Donc ces données empiriques traitaient de choix de points individuellement. Vous connaissez tous les méridiens, comme vous avez vu sur la photo qui précédait. Donc ce sont des lignes qui parcourent le corps, qui ne disent absolument rien à personne, quand on voit ça comme ça. Et la plupart des gens disent, à juste titre, ces lignes, ça n'existe pas, moi je ne les vois pas. Pourquoi est-ce que ça va vers le bas là, puis ça passe par l'arrière, et puis ça revient vers l'avant? Sur quoi est-ce qu'on se base? Donc, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut connaître cette théorie des méridiens, qui est vraiment un pilier central entre les connaissances holistiques, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'environnement dont je vais parler tout de suite, et comment ça va se refléter à l'intérieur d'un corps humain. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte de ces modèles et ces systèmes théoriques complexes que les médecins s'en sont réduits à traiter en fait des symptômes spécifiques. Et c'est ce que nous connaissons tous aujourd'hui dans la médecine occidentale, dans l'evidence-based medicine, on traite un symptôme. Vous avez mal là, on tire un carré autour de l'épaule, on traite l'épaule. Vous avez mal au genou, on regarde ce qui se passe au genou, et voilà. Et on va traiter vraiment individuellement. C'est ce qui a donné naissance, évidemment, dans le temps, à l'evidence-based medicine, qui est aujourd'hui pratiquée un peu partout, et aussi en Chine. On s'est éloigné, en fait, de la connaissance traditionnelle au profit d'une connaissance plutôt empirique et plutôt, qui n'est pas encore scientifique, parce que ça, c'est encore plus tard que c'est arrivé, mais dans l'histoire, c'est vraiment la connaissance rigoureuse et l'observation rigoureuse qui a permis vraiment d'avancer. Donc, il en résulte le traitement des symptômes spécifiques et d'une maladie spécifique, plutôt que d'un ensemble, d'une compréhension, d'un approfondissement et de l'observation d'une personne dans son environnement. Alors, comme conséquence, eh bien, forcément, il y a eu
un ralentissement de l'évolution de la médecine. Pendant de nombreuses dizaines, voire de centaines d'années, on a évidemment développé dans un sens les recherches, mais ça a ralenti considérablement, vu qu'on s'est éloigné des concepts traditionnels. Un peu plus compliqué à apprendre forcément, parce que ça ne touche pas directement l'anatomie au sens tel. Il faut d'abord connaître l'anatomie, il faut d'abord connaître un petit peu la physiologie, avant de comprendre comment tout ça fonctionne l'un avec l'autre. Donc on a réduit les champs des pathologies pouvant être traitées, on a réduit la pratique clinique très fortement, et on en est aujourd'hui, malheureusement, que ce soit en Chine ou ailleurs, à une théorisation complète des malades. Donc on n'observe plus quels sont les symptômes, les maladies, le corps, le traitement. C'est vraiment tout ça qu'on doit essayer de fédérer. Et bien, ce qui fédère tout ça, ce sont les méridiens. Donc les méridiens créent une sorte de tissu autour des organes, donc dans tout ce qui est tissu interstitiel interne du corps. Elle fédère les organes, elle fédère l'environnement local et un petit peu à distance, elle fédère la maladie, mais elle fédère aussi le traitement. On va voir que dans certains circuits, eh bien, il y a le traitement qui se trouve déjà là. C'est simplement qu'au niveau des méridiens, on en parlera tout de suite, on va chercher, on va les palper, ce qui n'est pas physiologique. Donc on va apprendre ce qui va se passer entre une situation physiologique, un méridien qui n'est pas malade, où tout est correct, où tout se comporte bien, et un méridien qui pose problème, où il y a un nodule, où il y a un tissu qui s'est ramolli, ou un tissu qui s'est induré. Donc voilà. Donc la palpation va trouver tout son sens, on va palper, on va les toucher, et ça aussi c'est un des points qui est dans les écoles d'acupuncture moderne, qui est mis vraiment, vraiment sur le côté. On met beaucoup d'informations théoriques, et on néglige la pratique. Ce qui fait que forcément, les jeunes acupuncteurs ne vont pas beaucoup palper, ils connaissent le trajet des méridiens, on leur dit voilà, dans tel cas, ils utilisent faire tel point sur tel méridien, c'est très bien. Ils vont les appliquer, mais ils ne vont pas prendre le temps, parce qu'on a de moins en moins de temps aussi à considérer, parce que voilà, c'est dans notre société une actualité qui est une réalité, enfin. Et donc, on ne prend pas le temps d'investiguer tous les méridiens. Et là, on va voir que ça va faire toute la différence. Ces méridiens, historiquement, avant le premier millénaire, on considérait que la maladie était en fait un petit peu, je dirais, une influence hérétique, une épine dans la peau, qu'il fallait essayer d'aller retirer. Ça, c'était l'idée qu'il y avait au tout début. Et avant le premier millénaire, on considérait que les gens qui étaient malades étaient possédés par des entités. Ils étaient, comment dirais-je, investis d'entités extérieures pour lesquelles on ne savait pas faire grand-chose. Donc, jusque-là, historiquement, pas beaucoup de solutions, si ce n'est beaucoup de croyances. Après, au début du premier millénaire, donc par la suite, la médecine chinoise a évolué et elle a mis en place un véritable système physiologique pour la compréhension de la mise en place et de l'interaction de la maladie, de l'homme et du corps humain et des organes. Alors, elle a posé à ce moment-là une affirmation révolutionnaire et elle a mis en lien 3 choses très importantes, la maladie, le corps et le patient. Ça, c'est une première affirmation vraiment qui sous-tend tout ce qu'on va comprendre ici par la suite. Alors, on ne se contente plus maintenant, évidemment, de retirer une épine, vu qu'on a compris qu'il ne s'agit pas vraiment de ça. Maintenant, il s'agit d'aller un peu plus dans l'analytique et d'essayer de comprendre comment tout ça se met en musique. Alors, comment est-ce qu'une maladie affecte l'un organe et comment le traitement, par la suite, à contrario, redonner la santé. Eh bien, on va voir que la clé, et c'est ce pilier central dont je vous parlais là tout de suite, la clé qui va permettre de comprendre ça, c'est le réseau des méridiens. Donc, les méridiens, c'est une approche et une conception qui permet d'unifier le corps à l'intérieur, que ce soit au niveau des cavités thoraciques, abdominales et pelviennes, ou au niveau des membres. Alors, je vais mettre des mots occidentaux sur des notions
orientale, si vous permettez, pour que vous puissiez comprendre. Autrement, ce n'est pas possible de comprendre ça. Alors, il y a évidemment une notion par rapport à l'eau. Je vous ai mis des images, ici en dessous, du tissu conjonctif. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, les tissus conjonctifs. Mais les tissus conjonctifs, c'est simplement comprendre que quand on prend la peau, on peut la pincer, la plier, la tordre, la repincer un petit peu dans l'autre sens, et elle va se donner, elle va venir avec. Voilà. Ce qui permet ces mouvements, quand on tire sa peau là, ou qu'on prend la peau de son visage, ou n'importe où ailleurs, cette flexibilité, cette malléabilité, eh bien, elle est due au fait que nous avons un grand pourcentage d'eau qui est contenu dans ce milieu intercellulaire. Alors, il contient naturellement un certain nombre d'autres structures, mais ce tissu conjonctif va permettre d'épouser et de subir des tensions, que ce soit des tensions de gonflement ou de restriction, d'assèchement, de gonflement dû à une présence de plus de liquide que la normale, etc., etc. Donc ce milieu, qui est appelé en Occident tenségrité, va nous donner des possibilités de restriction ou d'extension. Il faut comprendre que ces structures, qui sont évidemment des vues microscopiques filmées sous la peau, enchevêtrent absolument tout. Et c'est le ciment qui permet que tout tienne ensemble dans le corps. Mais ça se passe aussi bien au niveau de la main ou du bras ou le visage que du thorax, mais aussi à l'intérieur du thorax. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas toucher. C'est le même tissu qui est partout, qui s'enchevêtre. Alors, ça, c'est le tissu interstitiel profond qui va se mettre et se retrouver au niveau des méridiens. Et les méridiens sont ces réseaux qui vont permettre à nos organes internes de s'exprimer à l'extérieur, ou d'exprimer quelque chose à l'extérieur. Ou éventuellement, quelque chose qui se passe à l'extérieur viendra influencer nos organes à l'intérieur aussi. Ça se passe dans les deux sens. Donc ça, c'est, je dirais, la notion de base, clé, qu'il faut vraiment comprendre pour aller de l'avant. Il faut aussi se dire que, historiquement, en Chine, les érudits ont relié l'homme depuis tout le temps à son environnement. Ça, c'est une clé aussi pour comprendre ces notions-là. Si on sépare l'homme de son environnement, eh bien alors on sépare tout le reste aussi. On fait de la gastro, on fait de l'endocrino, on fait de l'ortho, on fait... Voilà. Mais ici, en incluant l'homme dans un environnement, eh bien, de par le fait, on associe les choses, on ne les dissocie plus. Alors, je vais vous demander, on va s'attarder un petit peu sur ce schéma-là, un instant, si vous permettez. Ça va introduire un petit peu la partie pratique que je vais vous proposer de faire. Et donc, je vais vous demander un petit peu d'imagination, parce que je ne peux pas écrire sur mon mur, sans ça, demain, ça va donner quelque chose qui ne ressemble plus à rien. Mais je vais vous demander d'essayer d'imaginer que l'eau, la pluie que l'on voit descendre des nuages, va passer à travers le corps de l'homme, et ensuite donner la possibilité à la Terre aussi, parce que c'est un parallèle qui est fait entre les phénomènes naturels et l'homme, ici, et donc l'homme dans son environnement. Et donc cette eau qui va descendre, abreuver la rivière qui joue le rôle de méridien ici, dans ce que je veux vous expliquer, va également donner la possibilité à l'homme de survivre et de vivre grâce à ça. Donc le cycle de l'eau a son importance là-dedans. L'eau est à l'origine de la vie et elle va l'entretenir tout au long, du début à la fin du cycle. Donc, ces méridiens, on peut imaginer que la pluie va descendre dans la rivière, et donc on va appeler ça une matrice. Ce sera une matrice qui va contenir une réserve, si vous voulez, liquidienne, qui va permettre à la rotation cyclique de pouvoir se faire. Je vais vous demander aussi d'imaginer, vous avez les poumons, les organes et les reins, ici, 3 foyers, la partie supérieure, moyenne et inférieure. Donc, il y a en médecine chinoise un organe qui n'existe pas en Occident, qui s'appelle le triple réchauffeur, le Sanjiao. Et ce Sanjiao, c'est une clé pour la compréhension, d'une part, quand on apprend les méridiens, c'est un méridien à part des autres, mais c'est aussi une clé pour comprendre ce que je vous explique ici. Parce que pour accéder à la compréhension du mécanisme de circulation
qui se fait grâce au méridien, on ne peut pas composer sans ce triple réchauffeur. Alors que fait le triple réchauffeur? Eh bien, il relie la cavité supérieure thoracique, abdominale et pelvienne. De haut en bas, de bas en haut, dans tous les sens. Mais, ce faisant, c'est une interprétation du triple réchauffeur. Donc, dans les écoles modernes d'acupuncture, on apprend le triple réchauffeur, on nous dit, ah ben voilà, les trois cavités, ce méridien permet de faire circuler entre les trois cavités les liquides, le sang, etc., etc. Très bien, ça suffit en général pour comprendre le nom déjà, et aussi ses fonctions. Seulement, il faut aller un petit peu au-delà. Pour comprendre tout ça, il faut se dire que tout ce qui est ici, donc tout ce qui est dans le tronc, va s'occuper de tout notre métabolisme cellulaire, que ce soit la respiration, la nutrition, la digestion, la reproduction, tout est là. Tout se trouve entre là et là. Le restant, nos bras et nos jambes, on peut considérer que ce sont des antennes qui vont nous mettre en relation avec le monde extérieur. On utilise nos bras pour travailler, on utilise nos bras pour exprimer, pour nous exprimer et professionnellement et affectivement, etc., etc. On utilise nos jambes pour se déplacer. Donc voilà, on peut vivre sans. Par contre, sans organes, sans trop, on ne va pas faire long feu. N'est-ce pas? Donc il y a vraiment cette notion de relation cellulaire dans ce triple réchauffeur et de métabolisme commun. Le tissu conjonctif dont je vous ai montré l'image avant, il est partout. Que ce soit dans les mains, sous le crâne, au niveau des pieds, dans l'abdomen, on en trouve partout. Eh bien, ce tissu conjonctif va régler et intégrer notre système ou nos systèmes internes avec tout ce qui est extérieur. Et vice-versa. Donc ça va nous permettre en permanence de nous adapter avec ce que l'on vit à l'extérieur. Le triple réchauffeur a évidemment une mention spéciale dans ses rôles, c'est la digestion. Il a vraiment un grand rôle au niveau de la digestion. Alors, ça, vous ne le savez peut-être pas, mais moi je peux vous le dire, au niveau de la pratique, c'est très rare, c'est très très rare que je ne traite pas le digestif. Parce que dans bien des cas, même pour un traumatisme, où on se cogne, où on tombe, bien souvent, il y a quelque chose à faire avec le tube digestif. Parce que le Sanjiao, le triple réchauffeur, va être partie prenante là-dedans. Alors on va l'utiliser à différents escients. Parfois c'est simplement, on va s'en servir de tapis roulant pour amener quelque chose, ou parfois on va s'en servir comme vidange pour faire partir une bonne fois quelque chose qui stagne. Voilà, il a plusieurs possibilités d'utilisation. Il faut un bon échange entre le foyer supérieur pulmonaire, le foyer moyen et le foyer inférieur. Et c'est ce tissu conjonctif qui va nous permettre de le faire. Donc le premier modèle dont je vais parler, c'est ces trois cavités. Le deuxième modèle, maintenant, je vais vous demander d'être un petit peu plus imaginatif et de vous imaginer que les lignes que l'on voit sur les bras, là, donc il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux, mais en mettant deux lignes, on crée trois espaces antérieurs et trois espaces postérieurs. Eh bien, nous avons trois méridiens yin antérieurs et trois méridiens yang postérieurs, aux bras et aux jambes. Tout ce qui est antérieur sur le corps est yin, tout ce qui est postérieur est yang. Eh bien, ces méridiens, yin antérieur et yang postérieur, on va les utiliser pour avoir une idée de nos organes internes. Autrement dit, une dysfonction d'un organe va se refléter quelque part le long du méridien qui le correspond. En fonction de l'état du méridien, on va pouvoir avoir une idée sur l'état d'un organe. Alors vous allez dire, mais c'est bizarre, qu'est-ce que vous racontez là? Comment est-ce que je sais si mon cœur fonctionne bien, s'il y a telle dysfonction possible sur un organe, etc. Alors, en effet, on n'aura peut-être pas le détail, parce que nous, ici, on est très, très axé vers le détail, mais on va savoir, en fonction de la nature de la palpation et de l'auscultation du méridien, on aura un avis général, une idée, à inclure dans tout le reste, évidemment, avec ce que la personne va nous amener comme symptomatologie, comme problématique, comme historique de sa problématique, notamment aussi. Donc, il va falloir, si vous voulez, extrapoler ces trois méridiens antérieurs, yin, et trois méridiens postérieurs,
yang aux organes internes. On va les relationner. Donc c'est une deuxième possibilité de voir les choses. Le triple réchauffeur, dont je parlais tout à l'heure, c'est bien 3 parties. Donc il y a bien 3 méridiens sur chaque membre. Antérieur, 3 postérieurs. Donc en tout, il y en a 12, plus quelques autres spéciaux, dont on ne parlera pas ce soir, mais dont on parlera dans la formation, et qui permettent de comprendre une deuxième approche. Donc, 3 parties là, 3 parties là. Continuité de l'interne vers l'extérieur, ou influence de l'extérieur vers l'intérieur aussi. Donc, ce transfert d'informations entre notre vie organique, je vais dire, et notre vie externe, se fait en permanence, tout le temps. Que nous dormions ou que nous soyons en situation de veille, c'est en permanence, et on va s'adapter. Voilà. Si tout est fluide, probablement que tout sera fluide. Si on vit dans un environnement un petit peu trop stressant, tendu, trop étroit pour nous, eh bien, on va tenir le coup un certain temps, mais à un moment donné, à force d'avoir ce genre de vivre ce genre de situation, on va s'adapter jusqu'au moment où on ne pourra plus supporter cette situation non plus, et ça va se faire ressentir au niveau des symptômes, des organes à l'intérieur de notre corps. Donc ici, on va élargir un petit peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure, entre la notion de corps, pathologie et traitement, et on va inclure un autre élément qui est l'environnement. Donc on va parler de l'organe, de la maladie, de l'environnement et du traitement. Mais là-dedans, quand on parle du traitement, on parlera aussi du thérapeute, parce que le traitement, certes, il est de façon latente disponible à partir du moment où on va le stimuler, mais c'est sur base de la connaissance du thérapeute qu'on va pouvoir l'activer. C'est comme si on allait réactiver des petits fusibles qui ont sauté à certains endroits. C'est vraiment ça. On va relancer des choses ou calmer certaines autres choses qui seraient peut-être trop fortes. Donc là, on est vraiment dans, je dirais, l'essence même de la fonction du méridien. Alors, je vous propose maintenant de faire un petit arrêt, un instant, et de prendre quelqu'un pour montrer un petit peu et de mettre en musique tout ça. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà un petit peu, parce qu'ils sont déjà venus chez moi, mais je voudrais vous présenter un petit peu comment je procède au niveau des palpations et ce qu'on peut dire ou avancer, mais de nouveau, sans palper, ça ne vous dira rien. Il faut savoir à quoi ça correspond un méridien physiologiquement sain, non malade, pour après apprendre à connaître et palper ce qui peut se passer sur un méridien. Une induration, un nodule, un creux, une tension, un nœud, voilà. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Alors, tu voulais te présenter pour ça ? Oui, je crois que c'est une bonne idée. Alors, il y a évidemment des méridiens plus grands les uns que les autres, plus longs les uns que les autres, mais on va faire quelque chose de simple, peut-être, de facile. Je propose de prendre un bras. OK ? Tu peux t'asseoir sur la table. Voilà. On va remonter un petit peu la blouse. Alors, on va parler ici du méridien du gros intestin. Le gros intestin, eh bien, il va donner une information sur le tube digestif. Le bout du tube digestif. Parce qu'au fond, le gros intestin, c'est l'aboutissement d'un long tube qui commence au niveau de la bouche. Il change un petit peu de nom, un petit peu de fonction au fur et à mesure qu'on descend, mais voilà, c'est la même tubulure, si je puis dire. Donc, on va trouver un lien aussi au niveau du méridien du poumon. Pourquoi ? Parce qu'en médecine chinoise, il y a des couplages yin-yang, c'est un autre pilier, l'autre pilier dont je parlais tout à l'heure. Ce couplage yin-yang est essentiel pour comprendre l'équilibre. C'est toujours un yin et c'est toujours un yang ensemble.
C'est jamais de yang, c'est jamais de yin. Donc, pour mettre tout ça en musique, il faut se dire, mais pourquoi est-ce que le poumon a un rapport avec le gros intestin? Qu'est-ce que ça peut bien avoir l'un avec l'autre? En médecine allopathique, on va vous regarder comme ça en disant, désolé, mais il n'y a pas de lien. Ici, avec le trajet du méridien, on va se rendre compte qu'il y a directement un lien. Pourquoi? Alors, j'ai préparé un crayon dermographique ici. Je vais prendre des points de repère clés, donc je ne vais pas tracer tout le méridien sur le membre. On va prendre le point 1, gros intestin. On va prendre le point 3, gros intestin. On va prendre le 5. On va prendre le 11. Et on va prendre, ici, à hauteur de l'épaule, le 14. Voilà. Tu es d'accord que je fasse un petit... Oui. Parce que ça peut être sympa quand même de visualiser comme il faut. Alors, on va relier maintenant. Donc, en somme, chaque point est important, parce que quand on pose une aiguille, eh bien, on va activer quelque chose de particulier là, on va activer autre chose là, encore autre chose là, et encore autre chose là, etc. Donc, je vais vous demander encore un petit effort d'imagination, et d'imaginer que son bras, c'est un cône qui est en pointe vers le bas, avec le début, l'entrée de l'énergie par ici, et la diffusion de l'énergie par là. Parce que le méridien du gros intestin est un méridien yang, il se trouve bien en position, nous sommes en position anatomique, on est bien sur la partie postérieure de son corps, vous ne pouvez pas voir les points de là où vous êtes, et donc il y a une influence du bas vers le haut. On va maintenant relier ces points entre eux, parce que là on est, si vous voulez, dans l'acupuncture moderne, en disant voilà, vous avez mal à la tête, eh bien, vous faites un petit 4 gros intestins qui est juste là. Voilà, vous faites ce point-là, et ça fait du bien pour les migraines. Ah, chouette, très bien, et on y va, et on pile 4 gros intestins pour les migraines, et on a du résultat. Seulement, on ne sait pas pourquoi on a des résultats. La médecine chinoise, c'est vraiment, tu peux déposer un peu le bras, c'est vraiment palper, se dire, voilà, pourquoi est-ce que, en piquant là, je vais avoir un effet là, ou j'aurai un effet là. Donc, quand on comprend ce que je vous ai expliqué et qu'on revisualise le bonhomme avec tous ces méridiens et que tout ça est en relation, on peut comprendre aussi qu'il y a plus de matière, interstitielle au niveau des membres supérieurs et certainement au niveau des bras et des cuisses, où il y a des masses musculaires importantes, parfois un peu plus de chair, un peu plus de graisse, donc plus de matière interstitielle, qui fait que l'information qui va entrer par un point distal du méridien, va pouvoir être véhiculée de façon beaucoup plus rapide par la suite. Vous pensez à ma petite rivière, imaginez, vous avez une petite rivière de montagne, ensuite cette rivière va grossir, elle va devenir une rivière, un petit bras de mer, et puis le bras de mer va se jeter dans la mer, et puis la mer dans l'océan. Donc on va vraiment crescendo. Eh bien l'énergie, elle fait la même chose. Et en ce sens, on va avoir la possibilité, en traitant par la partie distale des membres, des mains jusqu'au coude, des pieds jusqu'aux genoux, la possibilité de faire entrer ou sortir, le cas échéant, beaucoup plus d'énergie que si on devait travailler sur le thorax, tu peux déposer un instant, que si on devrait travailler sur les 3 foyers, tronc, abdomen et bassin. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'espace, il y a moins de place pour ce liquide intercellulaire. Et donc cet organe dont je parlais tout à l'heure, le triple réchauffeur, le Sanjiao, c'est un organe qui n'existe pas en Occident, mais qui est le centre de la compréhension. Alors, revenons à notre gros intestin. On va relier maintenant les points empiriques de l'acupuncture moderne, et on va essayer de comprendre pourquoi et comment ça peut fonctionner. Voilà, tu seras un petit peu prête pour le carnaval avant la date. Comment ces points ont été cartographiés? Alors, les points sont cartographiés par un petit instant, par des endroits clés. Donc, si on prend chaque articulation,
elle est mobile entre elles. Alors, ce n'est pas l'objet de la conférence ce soir, mais on peut imaginer que quand on respire, on inspire à fond, on s'ouvre, on expire, on se referme. Donc il y a une ouverture à l'inspire, il y a une fermeture à l'expire. On n'en est pas conscient, évidemment, mais notre être profond en est conscient. Nos organes en profondeur, et en ostéopathie, on en parle un petit peu d'un mouvement respiratoire, sans savoir pourquoi, c'est comme ça. L'ouverture et la fermeture suivent ce mouvement respiratoire. Alors on peut l'accepter en tant que tel, on peut le vivre aussi. Et je pense que c'est là que la différence se joue. C'est la façon dont on le vit. Et le fait de le vivre, c'est la palpation. C'est pas dire, tiens, ben voilà, quand je me tiens comme ça, j'inspire, quand je me tiens comme ça, j'expire, quand je me tiens comme ça, j'inspire, et puis j'expire. Ce n'est pas ça. C'est vraiment comprendre que le mécanisme d'ouverture qu'on fait au niveau du membre supérieur va se répercuter quelque part dans le thorax. Et l'organe aussi. Quand j'expire, ça va se répercuter comme ça. Donc tous les fascias, les mouvements de tenségrité dont je vous parlais tout à l'heure, vont suivre ce mouvement-là. Alors je peux très bien me mettre comme ça et dire, oh, je suis fatigué, j'expire. Mais j'ai une attitude en inspire. C'est ma flexibilité tissulaire qui le permet. C'est mon adaptabilité au niveau du thorax. Je peux très bien être en extension thoracique et dire « Waouh, je suis fatigué ce soir ». D'accord ? Donc, il y a cette possibilité-là de tricher un petit peu. Donc, on va simplement faire quelques petits traits. Voilà. Donc, on se situe bien sur la face postérieure. On a de la matière au niveau des muscles, des tendons, etc. Donc, on n'a plus qu'à envoyer de l'énergie par ce point-ci pour stimuler. Et donc, cette énergie va entrer par le bout du doigt et elle va se diffuser progressivement vers le haut. Alors ça, on en parlera dans la formation. Il y a des points puits, il y a des points mer, et puis il y a des points océan. On ne les appelle pas océan, mais on s'arrête au point mer. Ça suffit amplement. À partir de là, l'énergie va vraiment se diriger très fortement. Elle va s'élargir et elle va permettre de rentrer sur toutes les structures par où le méridien va passer. Alors ça, c'est un méridien. Je vais vous cartographier un deuxième et puis le troisième aussi. Comme ça, vous allez avoir une idée de ce que ça peut prendre comme espace. Alors un méridien, ce n'est pas une ligne comme j'ai fait ici. Un méridien, c'est large comme un pouce, voire 2 pouces au niveau de la cuisse, pour les membres les plus larges. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau de la palpation, quand on va chercher, imaginons qu'elle a une tendinite au coude, une épicondylite ou une douleur au coude quelconque, on va palper sur le trajet du méridien. On dit là, ah tiens, oui, là j'ai mal, monsieur. Ou là, ça fait mal. Ou un peu plus là, ok. Bon, alors, est-ce que je suis sur le méridien du gros intestin ou est-ce que je suis sur un autre méridien ? Parce que ici, je vais le faire autrement pour qu'on ne se trompe pas, on va l'ouvrir, c'est un méridien yin, c'est le méridien du poumon, là. Et le méridien du poumon, il vient ici. Donc lui, il fait ça. Vous voyez qu'entre les deux, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on s'en sort ? Est-ce que c'est le poumon ? Est-ce que c'est le gros intestin ? Ah, oui, ben, c'est la palpation. C'est la palpation et c'est le symptôme. Les gens vont me dire, non, c'est vraiment là que j'ai mal. C'est là, monsieur, que j'ai mal. Si on a mal au méridien du cœur, parce qu'on a une épitrocléite, ce sera là. Et ça, ce n'est pas du tout un méridien yang, vu qu'on est en interne. C'est très différent. Et donc, toute cette partie-là, de là à là, c'est l'interne. Voilà, c'est la paume. Et là, on va voir un élargissement du méridien, forcément. Parce que cette partie-ci du pouce, c'est le poumon, et cette dernière partie-là du petit doigt, c'est le cœur qui descend jusque-là. Tout ça constitue le yin. Donc voilà, on va s'appuyer sur un symptôme local, une douleur articulaire, musculaire, tendineuse, tout ça en même temps, peut-être, pour être influencé. Sur quel méridien et en rapport de quel organe on va se trouver. Donc là, je vous ai déjà donné pas mal d'éléments. On va avoir la possibilité d'influencer au travers d'un point une pénétration ou une fuite d'énergie en fonction qui aura un impact directement interne. Alors il y a une notion importante qu'il faut comprendre aussi, c'est que toute la cartographie qu'on a vue sur le premier schéma, c'est une cartographie externe. Mais ça n'a rien à voir, ou pas tout à fait à voir, avec ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc on revient de nouveau à l'interne, à savoir qu'il y a un trajet externe
et il y a un trajet internoméridien. Donc ça, c'est aussi une subtilité importante, parce que sinon, on ne peut pas se rendre compte, voilà, quand je pique l'estomac qui se trouve là, on dit, mais qu'est-ce que le pied a à voir avec l'estomac, bon sang de bonsoir? Ça n'a rien à voir. Eh bien oui, mais l'estomac, il commence là, et il se termine au deuxième orteil. C'est un très grand méridien, comme méridien de la vessie aussi notamment. Et donc, en travaillant sur de grands méridiens comme ça, je vous ai dit tout à l'heure que le tube digestif était pratiquement partie prenante dans beaucoup de pathologies, on comprend mieux pourquoi aussi. Il traverse le corps de haut en bas. Donc il va avoir une influence sur tout un tas de choses. Et on va l'utiliser. Voilà. Alors, Juste une question. Oui. Le corps est en miroir. On peut faire la même chose sur le bras gauche ou bien c'est autre chose? c'est la même chose, en miroir. Donc la position anatomique de référence d'ouverture yin-yang reste yin-yang de l'autre côté. Et pour les jambes, yin-yang aussi. Et donc ce point-là qui représente l'intestin, il est par là aussi? Il est par là aussi. Et c'est comme ça que l'on sait, quand quelqu'un vient avec une douleur au coude, pour rester sur le sujet de la présentation ici, on dit, tiens, ben voilà, c'est un souci au gros intestin. C'est un souci digestif. Si la personne vient et qu'elle a une douleur face interne du coude, vous savez, je traîne ça depuis des mois et des mois, ça me fait mal, je joue au tennis, ou je fais du sport, ou je travaille, j'ai des mouvements que je répète souvent, ou pas du tout, mais j'ai mal là quand même. Ben, on sait que là, c'est le méridien du cœur. Alors, la grande force de cette façon de travailler, c'est que on sait un petit peu avant, grâce au corps et grâce à la palpation, qu'il y a un organe qui se plaint, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il nous allume des petits flashs d'alarme. Il sonne le gland en disant, voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, nous, on va travailler avec cette information avant que l'organe ne soit touché. Le bonhomme, là, qui est en rapport avec l'extérieur. Et donc, de l'intérieur, on va envoyer l'info vers l'extérieur, mais il faut savoir la traduire, il faut savoir l'interpréter. Si je ne sais pas l'interpréter, ben oui, tu as mal au coude, ben oui, ben, c'est sûrement que tu as trop tapé à l'ordinateur, ou tu as trop joué avec la souris. Qu'est-ce qu'on entend? Enfin, je peux vous dire que c'est folklorique ce que j'entends, moi. Mais bon, soit. Voilà. Il en va de ce transfert d'informations au travers du tissu conjonctif. Et dans ce tissu conjonctif vont passer tout un tas d'éléments, un tas d'électrolytes. Le sang va y passer, la lymphe va y passer, l'eau va y passer, et tout ce que l'on va solliciter avec la pose du traitement par les aiguilles aussi. Voilà, c'était surtout ça. Alors je vais peut-être juste montrer comment on va traiter un patient, mais on peut aussi le faire avec d'autres outils. On peut le faire avec des stylets, on peut très bien imaginer masser avec le doigt, là, où il y a deux points l'un près de l'autre, il y a le 10, il y a le 11 gros intestin, on peut très bien imaginer juste faire ça. Voilà, ça va déjà soulager la personne. Alors après, il faudra qu'on inclue la stratégie. Ici, c'est purement un geste technique que je vous montre, mais la stratégie que je propose d'enseigner ici, de diffuser, c'est de comprendre pourquoi en travaillant, par exemple, sur ce point-là, on aura un impact aussi au niveau digestif. Ou en travaillant sur ce point-ci, on aura un impact sur une douleur plutôt de la nuque. Ou en prenant celui-ci, on aura un impact peut-être plus sur une fonction urogynéco. Si on a mal là, c'est le cœur, c'est qu'on a un problème au cœur. C'est qu'il y a un petit souci au niveau du cœur. Alors il y a le cœur et il y a le maître du cœur. J'en profite juste pour faire une petite distinction. Le maître du cœur, et ça va clôturer ma présentation. Donc je vous ai dessiné le poumon, je vous ai montré le cœur. Le cœur, il passe par là, donc il est vraiment très interne. Et puis il y a le maître du cœur qui lui passe, bon, il remonte plus haut, tous les deux, mais je vous fais grâce du restant. Mais le maître du cœur, il est au centre. Voilà. Ça, c'est le maître du cœur. Mais je vous ai dit, plus ou moins 1 centimètre de part et d'autre, largeur d'1 pouce. Chez elle, chez un homme costaud, ce sera peut-être 1,5 pouce. Voilà, ça, il va falloir s'adapter en fonction de la corpulence de la personne. Mais ça reste localisé là. Ce n'est pas 10 cm à côté, ce n'est pas derrière. Donc, le maître du cœur va faire la distinction. Alors, au départ, quand on parlait du cœur, on incluait le maître du cœur.
Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure que les symptômes sont différents. Et c'est ce qui permet de dire aujourd'hui que là, c'est le cœur. Oui. Et si c'est plus un problème ici, ce sera plus le maître du cœur qui sera touché. Et les symptômes seront clairement différents. Un problème d'hypertension, ce sera le maître du cœur. Un problème de palpitation, ce sera le cœur. Mais là, après, c'est de la physiologie. Après, il faut suivre le cours et comprendre pourquoi c'est comme ça. Et le traitement va pouvoir aider à soigner le cœur. Évidemment. Martine, enfin. Comme on doutait encore. Tu l'as ressenti quand même déjà. Mais le cœur, les Chinois ont cette grande faculté d'extrapolation et d'association. Quand on parle du cœur, et ça j'en parlerai au cours pour ceux qui vont suivre, on ne parle pas que du cœur-organe. Voilà. Mais tout ne peut pas être dit ici en une soirée. On va sortir frustré. Hein. Oui, peut-être, un petit peu. Voilà, merci pour ta participation. Avec plaisir. Je ne vais pas mettre d'aiguille finalement, je pense que c'est mieux comme ça. S'il n'y a rien, on ne touche pas. Alors, quel est l'intérêt de travailler de cette façon-là? Eh bien, c'est qu'on va pouvoir, sur base de ces connaissances-là, mettre des stratégies thérapeutiques en place. Forcément, il faut tenir compte de toutes ces informations et on va clairement orienter la stratégie différemment que ce qu'on peut voir en allopathie classique. Je pense que tu confirmeras, Bernard, ce que je dis là, que c'est une approche très différente, même par rapport à l'ostéopathie, où on apprend à manipuler des articulations, on apprend la biomécanique. C'est plutôt mécanique comme intervention, même s'il y a cette notion tissulaire, évidemment. En manipulant un endroit, on sait qu'on va relâcher un endroit et on va équilibrer, mais sur base de force mécanique. Ici, tout ce que je vous ai expliqué, il n'y a pas de force mécanique. Désolé. Les méridiens, les fluides, les relations extérieures-intérieures, organes, je n'ai pas parlé du tout de structure articulaire, mécanique, ou en tout cas même de congruence articulaire. Donc, la stratégie thérapeutique, elle pourra prendre forme, prendre corps, prendre naissance, sur base du système physiologique qui va être envisagé comme un tout indissociable. On ne peut pas séparer un membre supérieur d'un membre inférieur, ou d'un tronc, ou ni le tronc d'un membre inférieur et du membre supérieur. C'est plus possible quand on travaille comme ça, vous comprenez? On ne peut plus se dire, voilà, j'ai mal au poignet, ben je ne traite que le poignet. Ça n'a pas eu de sens. C'est beaucoup trop restrictif de penser comme ça. Il faut vraiment voir l'unité globale de l'être, et de cette façon, bon après, pourquoi est-ce qu'on traite un poignet ou un coude plutôt qu'une épaule pour traiter tel ou tel organe? Après, ça devient beaucoup plus technique, évidemment. Mais il faut entrer en matière de cette façon-là. C'est comme ça qu'il faut approcher les choses et se dire que les méridiens vont permettre de comprendre et d'explorer les pistes possibles thérapeutiques. Alors, de cette façon-là aussi, on ne va plus décrire la maladie de la même façon, comme je le disais tout à l'heure. On ne va pas dire « Ah, c'est une épicondylite »,« Ah, c'est une épitrocléite », ou « C'est une épicondylite et une épitrocléite ». Ou c'est une inflammation plantaire, du fascia plantaire. Parce que c'est ça, oui. Mais ce qu'on dit là, c'est seulement ça de la réalité. Ici, nous, ce qu'on propose, c'est ça. Et ça. Voilà. Et pourquoi est-ce que quand on a mal aux pieds, on va plutôt travailler sur la tête? Eh bien, là, on peut peut-être se dire, finalement, oui, pourquoi pas aussi, vu que tout est lié par ce tissu conjonctif et les méridiens. Quand on parle des 5 éléments, donc c'est le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, ils doivent se suivre dans une certaine logique. Donc il y a un cycle de continuité de l'énergie, normal, quand tout va bien, physiologique. Et puis il y a des discontinuités, où là on va appeler des cycles co, des cycles d'influence de l'un sur l'autre, de restriction d'un élément sur l'autre, ou de prise de contrôle d'un élément sur un autre, etc. Mais là c'est de la pathologie. On ne va pas entrer là-dedans. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir. Et donc, on dit dans ces 5 éléments que le cœur et le rein ne communiquent pas. Or, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'acupuncture, le Shaoyin, c'est la relation entre le cœur et le rein. Alors, quand on voit ça en médecine allopathique, le cœur et le rein, mais ça n'a pas de sens. Ce sont 2 organes très distincts. L'un gère l'eau, l'autre les fonctions liquidiennes du petit bassin, l'autre s'occupe de la circulation du sang, et on l'inclut là-dedans, et puis point à la ligne, on n'en parle plus. Voilà.
on dissocie. Or, l'axe Shaoyin, c'est l'axe central de maintien en rapport avec qui sous-tend la théorie des 5 éléments. Et si on ne comprend pas ce lien dont je vais parler pendant le cours, on ne peut pas comprendre pourquoi le cœur et le rein communiquent. On proposera aussi dans le cours des idées plus larges, oui, que les planches anatomiques que l'on peut voir normalement, hein, j'en parlais tout à l'heure, les méridiens vus comme ça sur un corps, ça ne dit pas grand-chose. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il y a ce descriptif topographique extérieur et qu'est-ce que ça donne dans le trajet interne des méridiens. Dans mon cours, il y a le trajet externe et il y a le trajet interne. Et pour connaître le cours, il ne faut pas connaître le trajet externe, il faut savoir ce qui se passe à l'interne. Mais ça, je vous mets au défi de trouver le trajet interne des méridiens. Oui, dans les bouquins spécialisés, peut-être, dans les atlas, pas. Vous aurez les méridiens, ça oui, il y a des gros atlas, n'est-ce pas, Luciana? Où tout est bien répertorié, mais le trajet interne, est-ce que vous y trouvez? Non. Non. Parce que c'est une connaissance un peu plus profonde. Nous avons ici besoin d'avoir un détail des fonctions, et en allant chercher le détail, en allant chercher à comprendre ce qui se passe, on va pouvoir élaborer de façon plus subtile une stratégie thérapeutique et un diagnostic qui soit le plus possible en rapport avec le cas qui se présente. Et pas s'en écarter en disant, ben voilà, dans la littérature, on raconte ça, et finalement, on met tout le monde dans un menu, un petit peu standardisé, pour que ce soit plus facile à comprendre, surtout pour le thérapeute. C'est surtout pour ça que c'est fait. Les techniques que je vais proposer vont nous apprendre à faciliter cette compréhension et appliquer surtout un traitement directement, qui sera ponctuel et très rapide. Ceux qui sont déjà venus chez moi peuvent peut-être déjà en témoigner ou d'une certaine expérience. En général, quand on combine les systèmes entre eux, on a des résultats qui sont explosifs au niveau des résultats. En termes de rapidité de traitement, de ressenti, de prise de conscience de ce qui n'allait pas. Alors, une fois que l'on commence à sentir ces endroits qui sont noués ou tendus ou trop effacés dans certains cas aussi, ou ramollis, l'étape critique consiste à évidemment mettre en place le traitement et affiner surtout la palpation pour vraiment se dire, ben voilà, je vais plutôt m'orienter sur une partie du méridien plutôt qu'une autre partie du méridien et se dire, tiens, est-ce que ça colle avec ce que la personne m'a expliqué? Est-ce que ça correspond avec les symptômes qui sont décrits? Et donc on va élargir sa perspective plutôt que la réduire à l'endroit pour lequel la personne se présenterait. Voilà, c'est ce que je vous propose de donner dans cette formation. Je ne sais pas qui s'intéressera. C'est un exposé qui est réduit, évidemment, par rapport aux possibilités. Mais il fallait commencer par quelque chose. Et alors ici, je vous ai mis le programme sur 2 ans, organisé en modules. Donc 3 modules sur 9 mois. Et là sont détaillés donc, tout ce qu'on va approcher pour comprendre un petit peu tout ce que j'ai essayé d'aborder de façon très succincte ce soir. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions? Là, je pense qu'il n'y a qu'à lire. Ces documents sont disponibles sur le site pour ceux que ça intéresse. Voilà, on ne va pas tout lire ensemble. Sur le site, tout est décrit autrement, c'est plutôt littéraire. Je ne crois pas que le programme se trouve comme ça. Il se trouve déjà comme ça? Ah, oui, voilà. Et donc la formation va amener petit à petit, sur base des connaissances en théorie, à de la pratique, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas mené courant dans les écoles d'acupuncture modernes, c'est que la palpation prend peut-être 5% du temps de la formation. Pas 10 en tout cas, pas 10%. Et alors que c'est le plus important. On apprend à piquer. Au bout de la formation, il y a quelques jours qui sont consacrés à l'apprentissage de l'insertion de l'aiguille, du travail de l'aiguille, mais on ne dit pas, voilà, il faut aller faire son petit travail de fourmi et chercher sur le méridien et dire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je pique là? C'est la base des points empiriques, comme je disais tout à l'heure, et il n'y a pas cette réflexion et cette relation, cette mise en rapport avec l'interne et l'externe.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition s'il y a des questions. Merci. Au revoir. Voilà, avec plaisir.